Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. Il ne me restait qu'une semaine avant de soumettre le document le plus important de ma vie, mon mémoire de master. Des mois de nuits blanches, de week-ends alimentés au café et des pages de recherche minutieuses vivaient sur cet ordinateur portable. C'était ma bouée de sauvetage, le pont final entre mon parcours académique et la carrière que j'avais tant lutté pour bâtir. Je vivais modestement, jonglant entre emplois à temps partiel et court, payant à peine mon loyer, sans parler des sauvegardes cloud ou d'un appareil de rechange. Mais j'étais fière. Je construisais quelque chose pour moi-même. C'est alors que mon frère Antoine a fait irruption dans ma chambre, furieux que je refuse de le conduire à une fête. J'ai dit calmement « non ». Je devais terminer mon mémoire. Il a ricané et a marmonné. « Tu te prends pour qui, juste parce que tu fais des études ?» Je l'ai ignoré. Ce fut une erreur. Il est parti en trombe et, en quelques minutes, j'ai entendu le bruit d'un fracas. Je me suis précipitée dans le salon pour ne trouver mon ordinateur portable qu'en morceaux sur le parquet. L'écran était fendu en plein milieu. Le clavier était arraché et le corps tordu de manière anormale. Mon frère se tenait au-dessus, les bras croisés, satisfait. « Oups !» a-t-il dit. Il a glissé. Je ne pouvais plus respirer. Je suis tombée à genoux, fixant les ruines de mon travail. Chaque fichier, chaque brouillon disparut. Je me suis tournée vers mes parents en larmes, désespérée de soutien, mais ils n'ont même pas scellé. Ma mère a gloussé et a agité la main. « Ce n'est qu'un ordinateur. Tu es dramatique. » Mon père a secoué la tête, amusé. « Ces jeunes et vos bêtises numériques. Il aurait fallu l'imprimer comme on le faisait avant. » J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Ma propre famille, les gens censés se soucier de moi, riaient alors que mes rêves étaient détruits devant moi. Et le pire, ils ne cachaient même pas leur favoritisme. Mon frère a haussé les épaules. Peut-être que la prochaine fois, tu n'agiras pas comme si tu étais la seule personne qui comptait. J'ai quitté la pièce en silence. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Je me suis assise dans le noir, le cœur battant la chamade, la rage bouillonnant dans mes veines. Et à cet instant, j'ai décidé que ce ne serait pas la fin de mon histoire. Ce serait le début de ma vengeance. J'ai réuni chaque centime d'euro que j'avais. J'ai mis ma guitare au mont-de-piété, crédit municipal. J'ai sauté des repas et j'ai supplié mon professeur d'accorder un délai supplémentaire. J'ai travaillé sur les ordinateurs du campus pendant les quarts de nuit, utilisant des clés USB et Google Docs, comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. Mais pendant que je reconstruisais mon mémoire en silence, je planifiais autre chose. Voyez-vous, la façade de fêtard de mon frère était sur le point de s'effondrer. J'ai commencé à collecter les reçus, les vrais, de toutes les choses qu'il avait facturées sur la carte de crédit de mes parents. Fausses cartes d'identité, alcool, même une fenêtre cassée lors d'une nuit de folie qu'il avait imputée à un voisin. Mes parents ne regardaient jamais deux fois, mais moi, je l'ai fait, et j'ai attendu. Le jour où j'ai soumis mon mémoire fut le même jour où j'ai planifié une réunion avec le bureau du doyen de l'Université de Paris-Saclay. Pas à mon sujet, mais à propos d'un certain étudiant qui avait récemment plagié tout un devoir. Mon frère. J'avais vu l'original en ligne. C'était trop facile. Mes parents ne savaient toujours pas ce qui arrivait, mais ils le sauraient. Je n'ai pas parlé à ma famille pendant un certain temps après ce jour-là. Non pas par rébellion, mais parce que j'avais besoin de chaque once de force pour reconstruire ce qu'ils avaient essayé de détruire. Et tandis que je me battais pour terminer mon mémoire, seul et sans soutien, mon frère se promenait comme s'il était invincible, mes parents le couvant toujours comme leur enfant prodige, inconscients de la tempête qui se préparait sous leur toit. La nuit où j'ai soumis mon mémoire, je n'ai pas pleuré d'épuisement. J'ai pleuré parce que j'avais survécu. J'avais reconstruit tout ce qu'il avait essayé d'effacer, mais je n'avais pas fini. Voyez-vous, pendant que mes parents félicitaient mon frère pour des choses comme obtenir enfin un 11 sur 20 ou ne pas avoir cassé la voiture ce mois-ci, ils n'avaient jamais reconnu l'effort qu'il m'avait fallu pour arriver à la remise des diplômes. Pas une seule fois, ils n'ont demandé si j'allais bien après l'incident de l'ordinateur portable. Au lieu de cela, ils dépensaient de l'argent pour améliorer le système stéréo de la voiture de mon frère et organisaient un barbecue en son honneur pour être restés tranquilles. Pendant ce temps, je rafistolais ma vie avec du ruban adhésif et de la fureur. Mais le destin a une façon d'aider ceux qui cèdent eux-mêmes.
Mon mémoire a été sélectionné pour un prix national. Je devais le présenter lors d'une conférence à Lyon. Tous frais payés. Je n'en ai même pas parlé à mes parents. J'ai juste fait mes valises, enfilé ma seule bonne tenue, suis montée à bord du TGV et me suis tenue devant un amphithéâtre rempli de professionnels, de professeurs et d'innovateurs. Des gens qui me voyaient, m'appréciaient, m'applaudissaient. Le lendemain de mon retour, je suis arrivée à la maison dans le chaos. Mon frère avait été surpris en train de tricher à nouveau, et cette fois, ce n'était pas seulement l'université. Il avait soumis un article plagié à un magazine local en utilisant mon nom. Je l'ai découvert lorsque le magazine m'a envoyé un courriel pour des modifications de suivi, pensant que je l'avais écrite. Lorsque j'ai retracé la source, j'ai réalisé qu'il avait été copié-collé, mot pour mot, d'un blog obscur. Je l'ai confronté calmement, lui ai montré la preuve. Il a ri et a dit « Personne ne va te croire. Tu es la dramatique, tu te souviens ?» Mais je n'étais plus seulement la dramatique. J'étais celle qui avait des reçus, de la crédibilité, un réseau grandissant. J'ai donc envoyé le rapport complet au conseil universitaire, au comité de rédaction du magazine et mis en copie le comité d'éthique. Mais le coup final n'est pas venu de moi, il est venu de l'institution financière. Vous vous souvenez de toutes ces charges que mon frère avait effectuées sur la carte de mes parents, y compris les pneus neufs, les fausses identités, les jeux d'argent en ligne? Je les avais discrètement compilés dans un dossier numérique avec des eurodatages, des reçus de marchands et une demande signée qu'il avait falsifiée en utilisant mon nom. Oui, il avait utilisé mon nom pour souscrire à une ligne de crédit étudiante de 2 500 € sans mon consentement. Ce n'était pas seulement un vol, c'était une fraude. Lorsque je l'ai présenté à la banque avec l'aide d'un avocat du cabinet juridique gratuit de l'université, ils ont lancé une enquête. Mon frère a été convoqué, mes parents ont paniqué. Ma mère a pleuré. « Tu es en train de déchirer cette famille pour de l'argent. » Ce à quoi j'ai calmement répondu « Non, il l'a fait quand il a déchiré ma vie et vous avez ri. » Ils ont tout essayé pour me faire taire. Mon père a proposé de régler cela en privé. Ma mère a supplié. « Laisse tomber, la famille passe avant tout. » Je les ai regardés sans expression. Je suis la famille. Vous avez juste oublié cette partie. La date du tribunal a été fixée. Mon frère a essayé de prétendre à un stress mental. Mes parents ont essayé de me blâmer de ne pas leur avoir dit plus tôt. J'ai apporté des courriels, des captures d'écran, des preuves et un comportement calme et serein qui les a stupéfiés et réduits au silence. Mais je ne cherchais pas la prison. Je voulais la justice. Je voulais qu'il affronte ce que j'avais dû affronter, la reconstruction à partir de rien. J'ai donc exigé une restitution financière complète pour les dommages, le coût de l'ordinateur portable, le processus de récupération du mémoire, le crédit falsifié, soit 75 000 €, et le juge a accepté. Les comptes de mon frère ont été gelés. Mes parents, par désespoir, ont proposé de régler cela au sein de la famille. Ils ont même dit « Tu lui dois bien ça, c'est la préférée. » Ce fut le coup de grâce, car c'est là que j'ai réalisé qu'ils ne me verraient jamais comme une fille, juste comme un outil pour garder leur fils prodige irréprochable. Alors, je suis partie, et la fois suivante où ils ont essayé de me joindre, ils ont reçu une réponse automatique. « Ce numéro n'est plus en service. Veuillez contacter votre enfant préféré à la place. » 6 mois se sont écoulés en silence. Mes parents n'ont pas appelé. Mon frère a essayé une fois de me blâmer d'avoir ruiné son avenir. Mais j'avais fini de répondre aux personnes qui n'avaient jamais écouté quand je pleurais, qui ne se souvenaient de mon existence que lorsqu'elles avaient besoin de faire signer ou taire quelque chose. J'ai déménagé dans une autre ville, j'ai pris un poste dans un think tank qui me payait bien, valorisait mes idées et surtout respectait mon nom. Mais l'univers n'en avait pas encore fini avec eux. Un soir, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Olivia. Elle était rédactrice en chef d'un média d'enquête en pleine ascension et suivait une piste sur des cas de fraude académique liés à une certaine université. Apparemment, le nom de mon frère avait refait surface en lien avec plusieurs autres activités douteuses, y compris la revente de dissertations plagiées et de lettres de recommandation falsifiées. Elle avait entendu parler du procès et trouvé mon nom sur le procès-verbal. « J'aimerais entendre votre version de l'histoire », a-t-elle dit. Au début, j'ai hésité, mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. Mon silence les avait protégés trop longtemps. J'ai donc accepté. Je ne les ai pas salis. Je n'ai pas cherché le drame.
J'ai simplement dit la vérité. Comment l'avenir académique d'une fille avait failli être brisé par son propre frère? Comment ses parents avaient ri et défendu le coupable tout en regardant leur fille se noyer? Et comment ils n'avaient supplié que lorsque les tribunaux s'en étaient mêlés? L'article était devenu viral en quelques jours. Le titre: Fidélité familiale ou bouc émissaire? Le combat d'une femme contre le silence toxique. Mes anciens professeurs l'ont partagé. D'anciens voisins m'ont envoyé des messages. Une enseignante du lycée m'a contactée pour dire: Nous avons toujours su que tu étais la plus forte. Mais ma famille, ils ont perdu tout ce à quoi ils tenaient, leur réputation. Le club de lecture de ma mère a annulé son invitation. La promotion de mon père au travail a été retirée discrètement en raison de préoccupations d'intégrité. Et mon frère, il a été mis sur liste noire pour les opportunités académiques et les stages parce que les gens avaient des preuves maintenant, pas des rumeurs, pas des commérages, mais des faits. Et voici la surprise qu'ils n'ont jamais vu venir. Le think tank pour lequel je travaillais. Nous avons acquis un domaine familial historique dans ma ville natale pour le transformer en un centre de retraite et d'innovation. Devinez qui organisait ces réunions de famille annuelles sur cette propriété exacte? Oui, mes parents. Je ne l'ai pas acheté par vengeance. Je l'ai acheté parce que la propriété était idéale, sereine, symbolique et spacieuse. Mais lorsque le moment est venu pour leur réunion annuelle, ils ont contacté pour réserver comme ils l'avaient toujours fait. Et c'est moi qui ai reçu la demande. Je n'ai pas répondu. J'ai juste demandé à mon assistante d'envoyer la nouvelle politique. Les réservations sont soumises à l'approbation du propriétaire. Les membres de la famille ayant un litige non résolu ou des antécédents d'abus seront refusés. Ils ont reçu le message fort et clair, mais ce n'était pas fini. Une semaine plus tard, j'étais au domaine, me préparant pour notre retraite annuelle, lorsque j'ai vu une voiture familière s'arrêter. Mes parents sont sortis, vieillis, fatigués et humiliés d'une manière que je n'avais jamais vue. Ils ne m'ont pas reconnue au début. J'étais dans un costume blanc impeccable, marchant à côté du directeur de programme et des conférenciers principaux. Je ne ressemblais en rien à la fille qui les avait suppliés d'écouter. Les lèvres de ma mère tremblaient. Mon père avait l'air d'avoir avalé une pierre. On ne savait pas que c'était toi qui... J'ai levé la main. Vous le saviez. Vous ne pensiez juste pas que je posséderais jamais quelque chose. Ils ont essayé de s'expliquer, de s'excuser. Ma mère a dit: On avait peur que tu montes le monde contre ton frère. J'ai souri calmement. Non, il a fait ça tout seul. J'ai juste cessé de le protéger. Ils ont demandé si j'envisagerais de les laisser utiliser l'espace. Je leur ai dit gentiment: Il y a un joli parc public 2 villes plus loin. Vous le trouverez moins intimidant. Puis je me suis retournée. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Leur silence, leur culpabilité, leurs yeux stupéfaits, c'était suffisant. Parce qu'à la fin, je n'étais plus seulement le bouc émissaire. J'étais la réussite qu'ils avaient tenté d'effacer. J'étais la femme qu'ils avaient ignorée jusqu'à ce qu'elle se tienne aux portes de ce qui était autrefois à eux, détenant les clés qu'ils ne pourraient plus jamais prendre. Et c'était la justice. Pas bruyante, pas cruelle, juste, définitive.